Bonsoir, ça va la France? Ah ben alors ce soir, on va rire. Hein? On va rire, mais pas que. On va réfléchir aussi. Parce que je fais des blagues intelligentes. Alors la France, j'ai quelque chose à te dire. Moi, enfant de la République, je ne serai pas enfant d'une minorité. Je promets de ne plus me plaindre de discrimination, de ne plus m'apitoyer, de ne plus me plaindre de ma condition, de ne pas être d'accord, puis d'être d'accord parce que j'ai oublié que j'étais pas d'accord au départ. Moi, enfant de la République, je ne serai plus français quand ça va, hein, et pas français quand on aura des choses à me reprocher. Je promets d'être français tout court. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Bah quoi? Un problème? Ah non, non, rien. Continue, hein. Bienvenue sur le plateau du Nadia Lazuni Show. Je reçois aujourd'hui Fary Lopez, alias Fary. Ah, c'est là ton plateau? C'est c'est un plateau nomade. Ok, waouh, top. Voilà. Je savais pas, moi je pensais que c'était un bar. Je suis super flexible. Voilà, je m'installe partout. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Mais merci à toi de m'inviter. On ne présente plus Fary. Tu incarnes Attends, nos présente-toi, yeux. hein, bah, présente. Mais je vais quand même le faire. Tu incarnes aux yeux d'un grand nombre d'entre nous, la nouvelle génération des jeunes humoristes et stand-uppers qui mettent leur art au service d'un message, celui de la tolérance te concernant. Moi perso, je t'ai découvert en 2013 au Paname. Ça fait longtemps, hein. Ouais. Je crois que tu étais même avant, en 2012. Ouais, j'étais un peu avant, Ouais. j'ai bien galéré. Et depuis, tu as rempli des grandes salles, le Point Virgule, le Théâtre Antoine, le Bobino, la salle Playette, le Grand Rex, et j'en passe. Casino de Paris. Casino de Paris, et plein d'autres. Tu as même fait des dates à Oceano. l'étranger. Tu as fait Dubaï. L'Olympia. Mec, On va y venir, on va même parler, d'accord, ouais, Hôtel j'ai joué Arena à dans pas Dubaï très aussi. longtemps là. Tu as même été consacré par GQ, humoriste de l'année 2016. Ouais, Tu es Pas. aussi le premier humoriste produit par Netflix en France. en France. Voilà. Et le 1er mars, on y vient, à la grande date, tu joueras ton nouveau spectacle Hexagone à l'Accor Hôtel Arena, qui s'est joué à Paris au Comédia déjà depuis l'hiver dernier. Je rappelle que Fary n'a que 27 ans. Oui, que 27 ans. Comment on fait pour garder les pieds sur terre, qu'on ait autant publicité, Fary? Ah, perso, moi je plane. Je sais pas Ouais. qui t'a dit que j'avais les pieds sur terre, mais moi je me déplace. Je pensais que t'étais humble. Non, pas du tout. Ah ok. Je me déplace avec des gens qui me soulèvent comme ça. Je pose plus les pieds. Ouais. Comment on fait? On n'y pense pas trop, on réalise pas toutes ces infos. Je m'en rappelle à chaque fois quand on les dit. Sinon, moi, j'y pense pas, quoi. J'y pense pas. Et puis, c'est le propre aussi de l'artiste qui évolue constamment, c'est la remise en question. Donc, moi, je suis tout le temps en train de me dire que je suis pas encore ce que j'ai envie d'être. Donc, il y a un proverbe iranien que j'aime beaucoup qui dit Kam Kam Ruz Beruz, c'est peu à peu chaque jour. C'est-à-dire que tu pars du principe que tu peux t'améliorer tous les jours. Alors quand tu pars de ce principe-là, tu t'envoles pas trop. Je pense qu'il y a les amis et la famille aussi, non, qui sont là. Et qui... Ouais, beaucoup. Ouais, C'est avoir des amis aussi qui sont là depuis le début. Et puis la famille aussi. La famille, ça dépend. Hein, ça dépend du caractère de chacun. Eux aussi, ils évoluent. C'est ce qui fait qu'ils ont une autre manière de te regarder et une autre manière d'interagir avec toi. Parce que eux aussi, ils ont conscience de ce qui se passe, ils ont envie d'aller dans ton sens, ils ont envie de te faciliter les choses. Moi, j'ai toujours été un petit prince, mais je suis devenu une petite princesse. Tu vois, dans la famille, c'est ça. Mon grand frère, il peut me faire des omelettes le matin maintenant. Ah, d'accord. Alors qu'avant, je disais, tu peux me passer le yaourt? Il disait, ah, vas-y, casse-toi. Il est là le succès. Je crois que c'est ça le C'est succès. ça. Ouais. Naturellement, je dis on va faire Bercy, etc. Et dès que je fais une date, les cousins, les frères, ils sont tous là. Et du coup, c'est comme s'ils faisaient partie du projet. Donc, Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'être humoriste, Fary? j'avais pas envie. Je dis ça en rigolant, mais en vrai, on m'a beaucoup poussé à faire ça. On m'a beaucoup poussé on m'a dit, il faut que tu fasses du théâtre, toi tu vas faire de la scène, toi tu vas faire du théâtre. Et à un moment donné, c'est devenu une évidence.
Comme un enfant on décrète que petit, bah, regarde, il arrive à pousser deux fois le ballon, lui il va devenir footballeur. Et ben moi, l'anecdote que ma mère raconte souvent, c'est que quand j'étais à table, souvent j'avais mal à la tête. Et quand j'avais mal à la tête, pendant le repas, elle disait ok Farid, dis-nous ce que tu as à raconter. Elle savait que j'avais pas mal à la tête, mais en fait je voulais juste qu'on fasse attention à moi. Et donc depuis très jeune, c'était ça. Après l'humour, c'est un peu venu comme ça. Moi dans la vie de tous les jours, je suis pas le mec qui fait des blagues tout le temps, au contraire. Je préfère rire que faire des blagues. Ça c'est un truc que je dis tout le temps, j'aurais pu faire autre chose. T'étais pressenti pourquoi? Je pense que j'étais pressenti pour être un artiste. Mais le talent que moi j'ai, c'est sentir la scène, tu vois. Si je savais chanter, j'aurais chanté aussi. Tu disais dans d'autres interviews que Gaspard Proust ou encore le conte de Boudarbala t'inspirait beaucoup. Est-ce qu'on ne peut pas remonter plus loin dans la généalogie et dire que tu marches plutôt sur les pas de Coluche? Tu marches sur les pieds des gens. Que tu marches plutôt sur les pas de Coluche et des proches avec la touche diversité en plus? Ah, j'aurais jamais de la vie cette prétention-là. Les proches, c'est encore moins Coluche. Alors là, celui qui peut caresser ses chevilles, c'est Jamel parce qu'il a cette portée-là presque politique et il incarne beaucoup plus qu'un humoriste et beaucoup plus qu'un artiste. Je pense que c'est ce qu'il a et ce qu'il aura à jamais en plus de tous les humoristes de sa génération qui ont aussi bien fonctionné que lui, c'est que c'est une icône. Est-ce qu'on n'est pas assigné à faire de l'humour engagé quand on est arabe ou noir? T'as pas vu Jimo, toi hein? Non, honnêtement non. Tu vois Jimo? Non, je crois pas. En tout cas, c'est de moins en moins vrai. Par définition, quand tu es arabe ou noir en France et que tu racontes ton quotidien, tu es forcément un peu engagé parce que tu parles d'un quotidien où tu vois tes congénères dont la vie est pas toujours facilitée. Et tu sais que ça a un lien avec ça. C'est pour ça que dans le rap, il y a ce côté revendicatif. C'est qu'on vient de ces gens qui, en arrivant, ont été parqués en périphérie ou ont été regroupés dans des tours comme n'appartenant pas au reste du monde. Donc il y a un peu de cette... pas de cette injustice-là, mais il y a un peu de cette analyse-là, quoi. Est-ce que ça veut dire que nous, on est là juste pour un moment? Est-ce que ça veut dire que nous, on est là, mais qu'on ne doit pas être avec les autres? Est-ce que ça veut dire que nous, on est différents? Et du coup, c'est des parcours différents, c'est des réussites différentes. Et je crois que nous aussi, on a envie de réussir... ça, c'est une frustration, de réussir sans être rappeur, humoriste ou footballeur. Si je fais de l'humour engagé, c'est vraiment malgré moi. C'est parce que c'est des thématiques que j'ai. Ouais, c'est des thématiques que j'ai autour de moi et c'est aussi c'est des thèmes qui m'intéressent en fait. Mais j'ai pas la prétention de m'engager dans quelque chose. J'ai pas la prétention de vouloir faire bouger des choses ou de bousculer ou de créer du débat. Tu as quand même choisi le biais du rire pour être un acteur de la société. On peut parler d'Hexagone, où clairement tu parles de problématiques comme l'identité et la culture. C'est quand même des questions qui sont clairement engagées. Au travers de l'histoire de l'art, les gens qu'on retient le plus, c'est des gens qui étaient impliqués et engagés. Mais je crois que c'est un peu malgré toi, c'est pas quelque chose de décidé, c'est pas quelque chose vers lequel tu tends. Sinon tu vas faire de la politique. Tu vois. Moi, tu ne vas pas tomber dans ce travers-là, surtout pas. Ouais, j'ai pas envie d'être enfermé dans un mec qui vient dire que ceci c'est pas normal, qu'il faut faire ça, qui est dans la revendication. Je suis pas dans la revendication. Moi. Et justement, c'est quoi la recette pour pas tomber dans un humour qui serait trop partisan, au risque qu'on colle une étiquette politique? Parce que c'est difficile quand même de trouver cet équilibre entre l'humour engagé et un humour un peu activiste. C'est le rire, je crois. C'est aller chercher le plus de rire. Et ça devient un peu une zone de confort de laquelle je vais sortir dans le spectacle d'après. Est-ce que tu penses que tes passages chez Ruquier, justement, ont permis d'élargir et de diversifier ton public? Ouais. Clairement, ouais. Je pense que avant Ruquier, quand je me baladais dans la rue, je savais dire précisément qui allait me reconnaître.
Je marchais dans la rue, je disais, eux, ils vont me reconnaître. Là, quand j'ai fait Ruquier, ça pouvait être n'importe qui. Je pouvais être à la boulangerie et la boulangère qui me dit, ah, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et ça, en ça, ça a changé, ouais. Ça t'a ouvert des portes? Je sais pas. C'était pas le but non plus, mais l'idée, c'était d'avoir un pupitre qui rendait plus important ce qu'on racontait. Ça devient plus important d'un coup de raconter ce qu'on raconte devant plus d'1 million de personnes que devant 150 personnes. Notre métier, il a encore plus de sens. Et justement, est-ce qu'on peut continuer à faire de l'humour vraiment engagé, être un peu subversif quand on travaille pour un média mainstream? Est-ce qu'on n'est pas à un moment donné confronté au risque de censure? Tu t'es pas senti un peu limité à cette époque? Non. Tu étais totalement libre? Ouais, parce qu'encore une fois, moi, je ne suis pas dans l'idée de me voir dans la subversion. C'est ce qu'on aime en France, subversif, corrosif. Pour moi, c'est pas ça le propre de l'humour. En tout cas, pas la vertu première. Tu peux le faire de cette manière-là, mais ce qu'on va chercher d'abord, c'est le rire. Et le rire, ça ne veut pas dire le rire gratuit ou le rire facile. Il y a du rire qui est malin, il y a du rire intelligent. Et donc, quand tu essaies de faire du rire intelligent, tu vas sur des thématiques un peu plus complexes. Tu disais dans une interview qu'il fallait en fait être pédagogue avec les racistes. Est-ce que tu penses justement que les xénophobes, qui à mon avis ne viennent pas trop dans tes spectacles, peut-être qu'ils t'ont vu chez Ruquier, sont prêts à recevoir en pleine face le racisme, même sur le ton de l'humour? Franchement, je ne sais pas. Je ne crois pas que... Quand je parle de pédagogie, je ne parle pas forcément de mes spectacles, je parle au jour le jour. Quoi. Quand tu te retrouves face à quelqu'un de fermé et d'intolérant, bah, je pense que le moyen de l'avoir, c'est par la tolérance, justement. Si tu lui montres que, malgré le fait qu'il soit différent et qu'il se présente comme étant... après, moi, je suis dans la naïveté. Hein. Je suis dans tendre l'autre joue dans mon esprit, mais je crois que ça marche. Je pense que si quelqu'un qui est différent de toi, et il le sait, et qui est censé représenter l'opposition et la confrontation, si toi tu lui montres que tu es ouvert à lui, bah, ça lui montre que lui aussi il peut l'être en fait. Tu vois, parce que en général, les gens quand ils donnent de la confrontation, ils attendent de la confrontation, c'est ça qu'ils s'en demandent. Si tu leur donnes autre chose, ils sont déstabilisés. C'est cette phrase typique de raciste. Ouais, j'ai du mal avec les Arabes, mais toi, je t'aime bien. Nous, on la voit comme une phrase raciste, mais c'est un début à quelque chose. C'est-à-dire qu'ils commencent à te voir, toi, comme étant un individu. Donc, si toi, tu es un individu, ça remet en question toute sa théorie, à savoir que bah, tous les gens d'une communauté sont pareils. Bah non, parce que c'est des individus à part entière. Donc, je crois que c'est ça. Je ne vais pas te poser la question un peu attendue, est-ce qu'on peut rire de tout? Mais qu'est-ce que tu réponds aux humoristes à la Leb qui ne comprennent pas où est le problème quand on caricature un noir ou un arabe? Ouais. Au nom du droit absolu à l'humour. Et dans le même temps, ils s'offusquent hein, quand ils sont victimes, on va dire, ou objets de sarcasme. On fonctionne souvent par formule définitive et par jugement définitif. On se dit, il y a eu ça, il a fait ça, donc c'est ça. Il y a certaines choses qui se faisaient il y a 10 ans et qui vont ressortir, qui ressortent sur l'homosexualité, sur les femmes, sur le rapport aux femmes. Dans 10 ans, ce serait un scandale. On dirait, mais comment c'était possible, comment tu as pu faire ça? Donc je crois que ça aussi, ça fait partie de la pédagogie, d'essayer de remettre les choses dans le contexte. Parce que je crois que c'est aussi quelqu'un qui est désolé de ça. Qui est très différent d'un mec comme Guerlain qui vient à la télé et qui dit je sais pas si les nègres ont tant travaillé avec ça et tout va bien, on n'en parle pas, lui il s'excuse pas, tout le monde continue à acheter du gaz. C'est très différent, je crois. Michel Leb, je crois qu'il y a peut-être une lecture à faire aussi de son point de vue. Où ça a été maladroit de sa part, tu penses? Je pense pas que c'est de la maladresse. Je pense qu'il est vraiment dans un contexte et dans un cadre qui fait... C'est comme aujourd'hui, on est tous à l'aise pour faire des blagues sur les Roumains, où il y a quelques années de cela, on était tous à l'aise pour faire des blagues sur les Chinois, ça choquait pas. Et là maintenant, quand Kev et Gad ils font un sketch sur un Asiatique
et qui le caricature, un truc qui, il y a même pas 3 ans avant, n'aurait pas du tout fait polémique, et bien là, ça devient polémique. Mais ça ne fait pas de eux des gens forcément méchants. Ça fait on était dans toute une société au complet qui se trompait. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui sur les femmes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont acceptables et normales aujourd'hui. Dans quelques années, ce serait un scandale. Tu vois, moi, hier, je suis allé voir Marina Rollman en spectacle, qui est une merveilleuse stand-upeuse, très intelligente. Et c'est une jolie fille. C'est une belle femme, elle arrive, je dis, putain, elle est vraiment belle sur scène. Et j'ai hésité à lui dire, t'étais belle sur scène, parce que je me suis dit, c'est bizarre de dire ça de son travail comme première chose, tu comprends? Et c'est pas une réflexion que j'aurais eue il y a quelques années de cela. Donc je pense qu'il y a aussi un contexte dans lequel le mettre. Et je crois que Michel Leb aujourd'hui, s'il devait en parler, je crois, hein, peut-être que je m'avance, mais j'ai l'impression que ses premiers mots, c'est « je suis désolé de ça ». C'est intéressant ce que tu dis de ramener ça au contexte. Je ne sais pas si tu connais Trevor Noah. Tu sais, bien sûr. voilà, Trevor Noah, donc le Daily Show, et il disait il n'y a pas très longtemps dans une de ses interventions, moi, en tant que Trevor Noah, je peux dire « hey, négro » dans une blague. Par contre, toi, en tant que blanc, je ne te le permets pas, ça serait raciste de ta bouche. Est-ce que tu penses la même chose que lui? Ouais. Ouais, parce que j'aime l'idée qu'on puisse se réapproprier quelque chose de négatif. J'aime cette idée de la réappropriation d'un mot qui nous a fait du mal. Et d'un coup, dire que ça nous appartient. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de le dire. C'est un truc qu'on peut critiquer et je comprends les arguments contre, mais je comprends la mécanique, quoi. Est-ce que tu ne penses pas, Farid, qu'on prend le risque donc, de desservir un message en recourant systématiquement à l'humour? Il y a ce festival contre le racisme et l'antisémitisme. Et la question raciste peut devenir presque un sujet léger, voire acceptable. La question, c'est de quoi on rit. Et donc, il peut y avoir ce risque, quand tu rigoles du racisme, de conforter les gens dans leur racisme passif presque. Donc c'est toujours la même chose, c'est une question de comment c'est fait. Et qu'est-ce que tes vannes provoquent? Par exemple, tu disais, dans une salle, on peut trouver ta vanne un peu borderline. Tu serais peut-être tenté de dire tu flirtes avec du racisme ou autre chose. Par ailleurs, tu taques pas mal Zemmour. On pourrait être tenté de te dire que tu es un islamo-gauchiste. Est-ce que tu as déjà reçu ces deux insultes un peu antagonistes pour le coup? Moi, celui que je préfère, c'est bien pensant. Bien pensant. On dit que tu es trop moralisateur? On ne me l'a pas dit, on ne m'a pas fait ces critiques-là, mais souvent quand on parle d'humoriste sur scène, on attaque sur la bien-pensance. Moi, je trouve ça marrant que ça puisse être un reproche de bien penser. C'est étonnant. Mais non, je ne suis pas trop attaqué là-dessus. Ce sur quoi on m'attaque, c'est... m'attaque, c'est un grand mot. Hein. Ce sur quoi on met le doigt, souvent, c'est des thématiques rebattues, qu'on connaît. Le truc classique qu'on dit du stand-up. La réponse à ça, c'est des romans d'amour, il y en a encore. Bon, bah, laisse-moi tranquille. Est-ce qu'il y a un truc qui te dérange dans ce métier, Farid? Le fait qu'on ne soit pas pris comme des artistes à part entière, le fait qu'on ne soit pas pris au sérieux. On a le sentiment, c'est pour ça que je dis c'est éphémère, puisque c'est en plein changement. Je crois qu'on est un peu le rap de notre domaine. Le rap, il y a quelques années de cela, il y a 20 ans de cela, ça passait pas en radio. Et maintenant, c'est ce qui vend le plus en France. Ça va, c'est comme ça que ça se passe, ça va aller. Qu'est-ce qui te poussera à quitter le métier d'humoriste, Farid? Là où tu te dis définitivement, c'est terminé. Je remballe. Qui m'arrêterait? Ouais. Bah rien. Hein. Rien. 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 Y a rien. T'aimerais faire autre chose? T'as pensé au cinéma? J'y ai pensé, on m'a proposé des choses et tout, mais moi j'ai envie de vivre ça comme on vit d'un art, quoi. Tu vois, je pense qu'on a beaucoup été dans cette idée que
l'humour, le stand-up, ça te sert à faire autre chose. Mais on ne se pose pas la question si un peintre il va faire autre chose. Non, c'est un peintre. Ah, moi, je suis un stand-upper. Merci Farid. Merci à toi. Super. On espère que vous avez apprécié cette émission et on en est sûr. Ouais, j'espère bien. Hein. Attendez, quand même. Il était à 100% là, donc il y a plutôt intérêt. Et on se retrouve très bientôt avec un invité que vous allez aimer, on en est sûr. C'est qui? Tu veux savoir? Bah oui. Non, je vais te le dire en off parce que le but de la Ah surprise. mince.